Une aurore de feu salue le début d'une nouvelle mission qui mènera la Calypso à la redécouverte du monde vers la plus intrigante des îles Caraïbes, Cuba. Une équipe, dirigée par les Cousteau, va tenter de dévoiler un pays que peu de personnes connaissent. Un pays qu'un poète cubain a comparé à un long crocodile vert allongé sous le soleil. Un monde sous-marin encore immaculé invite Cousteau dans ses eaux grouillantes de vie. Des géants des profondeurs y jouent avec les hommes. Une mer débordante de richesses, mais une terre esclave de récoltes vulnérables. Le sucre y est roi. La fragile économie de Cuba est à la merci de la première tempête tropicale. Et l'industrie y apporte déjà son cortège habituel de pollution. Le peuple cubain tient bon, avec sa bonne volonté et sa bonne humeur. Beaucoup de couleurs de peau, beaucoup de sourires. Des gens pour qui le travail est une raison de vivre et la musique une façon de vivre. Et qui sont passionnés, aussi bien par la danse que par la défense de leur pays. La mer a forgé le destin de Cuba, qui reste ironiquement influencé par son puissant voisin, mais qui s'est allié à une autre puissance beaucoup plus lointaine. Elle a donné à sa politique le visage d'un homme. All the world. Fidel Castro is represented with a big cigar. Dans le monde entier, dit Cousteau, Fidel Castro est représenté avec un gros cigare. I arrive here, and I see Fidel Castro with no- Alors j'arrive ici et je vois Fidel Castro sans cigare. La grande déception. La excepción, tengo honor de la Hacía excepción. mucha propaganda a los puros cubanos. Of course, I used to make a lot of propaganda to the Cuban cigars. Puede ser que C'est me vrai, tenga répond miedo Castro. a la economía, C'était ¿no? bon pour l'économie du pays, mais pas tellement pour ma santé. For myself. Après chaque plongée, les explorateurs reviennent éblouis, comme des novices découvrant les merveilles de la mer. Non, c'est incroyable. Si ça aurait été d'autres poissons, c'était moins joli. Hein. Ces reflets, c'est argenté là. L'avion de Cousteau rejoint la Calypso pour cette étude exceptionnelle d'une terre longtemps tenue à l'écart, inconnue de la plupart et rarement visitée. C'est pourquoi Cousteau est anxieux de survoler lui-même l'ensemble de l'île. Avec Max Sullivan, le pilote de l'avion, il entreprend un voyage que bien peu de visiteurs ont pu faire. Sous les flotteurs de Papagayo, l'avion amphibie de la Calypso, s'étend la plus grande des îles Caraïbes. À l'ouest, les hanches puissantes du crocodile vert et sinueux du poète, dont les yeux sont de pierre et d'eau. Par endroits, c'est un jardin tropical, moite, où des palmiers royaux décorent des collines sondoyantes. Une île parfumée, riche en forêts, en fruits et en fleurs. Un fréquent refuge pour des myriades de créatures.
Une ligne en zigzag coupée d'innombrables petites baies. La longue côte cubaine a trompé Christophe Colomb qui croyait avoir touché une péninsule de l'Asie. Une réplique de son navire marque l'endroit où il débarqua en 1492 et où il proclama Cuba colonie espagnole. C'est Colomb qui introduisit à Cuba la douceur universelle, le sucre. Cette mer de canne à sucre est devenue la principale ressource de l'économie cubaine, presque 500 ans après la première récolte. Grâce au sucre et aux esclaves, l'Espagne édifia de grandes villes aujourd'hui entourées et enfumées par les usines, mais toujours avantagées par d'excellents ports. Cousteau constate, mieux que sur une carte, que l'île principale est entourée de centaines d'îlots et d'un collier de minuscules cailles, de marécages et de hauts fonds. Une pouponnière marine pour une profusion de vie qui n'existe pratiquement plus dans les Caraïbes voisines. Dans ces marécages, les rares crocodiles de mer ne manquent pas de proie facile, dans des eaux si claires qu'aucun banc de poissons ne peut s'y cacher. Ici, parmi les racines de la mangrove, pullulent les micro-organismes qui constituent la nourriture des plus grandes espèces. Et dans des eaux aussi riches, de simples nasses permettent des récoltes de poissons régulières. Le lycépiderme de la mer est souvent déchiré par des bancs de poissons qui chassent. Ou bien, il expose l'habit de cérémonie d'une raie manta. Pour couronner le tout, Cousteau aperçoit des amis qu'il connaît bien, des dauphins qui jouent dans l'eau de jade. Bercée par une houle légère, la Calypso se prépare à compléter les observations aériennes par de nombreuses plongées, souvent précédées par la mise en œuvre du sonar à balayage latéral. L'ingénieur Guy Joisse ne met pas longtemps à repérer ce qui pourrait n'être qu'un rocher, mais qui est probablement l'épave d'un grand navire. Il faut aller voir. Le capitaine Albert Falco fait jeter l'ancre de la Calypso, tandis que l'équipe se prépare à plonger. Ma première plongée dans les eaux cubaines est un moment de vérité. À la cadence de nos palmes, nous avançons dans un exubérant jardin de pierres vivantes. Une foule bariolée de créatures circule parmi les petits arbres de corail, semblables à des bonsaïs. Mais plus loin, j'entrevois une grande ombre qui s'élève dans un paysage plus austère. Je me trouve bientôt devant l'épave que nous avions décelée. Comme une balise dans l'obscurité des profondeurs, un grand mérou marque l'emplacement d'un ferryboat retourné. C'est sans conteste le propriétaire de ce magnifique domaine. Ayant trouvé son destin dans cette maison du silence, mon guide se dirige sans hâte vers le portail de son château. D'un signe imperceptible, il m'invite à entrer.
me sens aussitôt chez moi. Mon appariteur reste toujours en vue, comme une partie de la coque qui se déplacerait lentement. Je le suis. Vêtu des teintes chaudes de la coque rouillée, il pourrait presque rapiécer le métal lacéré. Tout à la fois gardien bien camouflé et guide aux bonnes manières, attendant patiemment quand nous restons en arrière, notre hôte vénérable nous fait les honneurs avec grâce, escortant ces étrangers qui soufflent des bulles dans les décombres de son château. Un coup d'œil au plafond mordoré. Une glissade par une porte secrète. Une halte devant un sabord pour s'assurer que je ne me suis pas perdu. Attirés par notre minotaure, nous pénétrons au plus profond de ce labyrinthe à 3 dimensions. Puis, en hôte parfait, le mérou veille à ce que nous sortions sans encombre. La mer des Caraïbes et l'Atlantique mélangent leurs eaux le long des côtes cubaines. Cette union a toujours fasciné un écrivain légendaire, Ernest Hemingway. En el año 1925, esa fue la primera vez que yo lo conocí a Hemingway. Después lo vinimos a ver. Gregorio Fuentes pilota le bateau d'Hemingway pendant plus de 20 ans. Hemingway adorait Cuba. Il y trouva l'inspiration pour son livre, Le vieil homme et la mer. Toda la isla, recorrer todo el Atlántico, todo esto por aquí, porque el barco era pequeño. Gregorio fit avec Hemingway d'innombrables voyages autour des côtes cubaines. Por eso en el libro sale tanto. En fait, explique-t-il, nous avons passé tant de temps ensemble que nos personnalités ont fusionné. Que yo no era. Il me disait que j'étais Hemingway. Era Hemingway. Et lui, Gregorio. Y él era Gregorio también. Así que es lo mismo. Dice, este es el verdadero amigo. Y ya me tenía como... Gregorio évoque souvent la mémoire d'Hemingway et de leur durable amitié née de leur attachement commun à la mer. Un autre vétéran de la mer réunit ses amis et se prépare à plonger pour tenter de cerner les causes de la vitalité des eaux de Cuba. À chaque plongée, la mer renouvelle ses secrets, propose une énigme inédite. Aujourd'hui, ma longue promenade se terminera par une surprise inattendue. Ici, la mer des Caraïbes est un vivant catalogue de créatures tropicales. La murène verte aboie mais ne mord pas. Elle choisit plus souvent la retraite que l'attaque. Tout autour de moi, des poissons de bonne taille parmi les coraux florissants. Dans ce riche récif, les espèces se mélangent et nagent librement ensemble. L'eau, transparente, avive les couleurs. Le tangue bleu luit comme de l'encre fraîche sur le corail à cornes d'élan. Une raie frémit comme une feuille dans la brise. Le plongeur et biologiste François Sarano observe un étonnant rassemblement. De nombreux poissons semblent attirés par une main de corail.
c'est littéralement le panneau publicitaire d'une station-service de nettoyage. Là, des douzaines de clients attendent leur tour. Enfin, un petit labre jaune, tel un barbier, va d'un patient à l'autre, épouillant, grignotant, ôtant délicatement les parasites et les tissus endommagés des gros poissons. Les clients présentent soit la tête, soit la queue, selon ce qui les démange. Les grogneurs, les caranques et autres espèces se bousculent comme un jour de pointe au garage du coin. L'équipe regarde de plus près un nettoyeur encore plus petit, un labroïde qui se met au travail. Le nettoyeur a toute l'attitude pour s'activer. Il débarrasse ses clients de leurs parasites tout en trouvant sa nourriture. Un service mutuel, un contrat garanti par la nature. Maybe we will have to bring De the tierra. drinking water from land. La profundidad de esto, de esta The plataforma, depth of this puede Le ser... commandant Cousteau discute écologie avec le président Fidel Castro. in the year 1959, at the triumph of the revolution, Había muchas especies que estaban casi agotadas. there were many species which were disappearing. En 1959, dit Castro, beaucoup d'espèces animales avaient pratiquement disparu, y compris le lamantin. Were almost extinguished also. Eso fue lo que inspiró la idea That was Et il n'y avait plus guère de del crocodiles. criadero of de creating cocodrilo a aquí. breeding place for the crocodiles. Se recogieron de distintos They lugares were caught from different y estos places sí se multiplicaron en and they cautiverio. did reproduce in captivity. Le crocodile d'eau douce de Cuba, très prisé pour sa peau, n'est plus en danger de disparition, grâce au programme de reproduction qui a été mis sur pied. La commercialisation des peaux est réglementée. La chasse est interdite. Les tortues de mer, en grand danger partout dans le monde, sont elles aussi protégées dans des écloseries. Dans le domaine de la pêche, Cuba semble également prendre soin de minimiser les dégâts. On utilise des sortes de nasses géantes en bois qui collectent les poissons lorsqu'ils remontent le courant. Le chalutage est interdit, ce qui protège les prairies sous-marines. Ici, ce sont les poissons qui vont vers les pièges, et non l'inverse. De grands bancs de grogneurs et d'autres espèces y vivent, prisonniers, mais ne meurent pas inutilement, comme dans des filets conventionnels. Les jeunes sont remis en liberté par les pêcheurs, qui ne gardent que ceux qui sont assez gros pour être mangés. Il arrive bien entendu que certains poissons s'échappent. Il y a peu de chances que l'étrange poisson chauve-souris s'échappe. Cette créature vole davantage qu'elle ne nage et atterrit comme un oiseau. Sa tête est osseuse. Sous son bec, un appât rétractable sert à attirer les proies. La diversité de la faune marine intrigue Sarano, notre biologiste, qui prend des notes durant un rare moment de repos. La nuit s'achève. Le petit déjeuner rituel réunit familièrement l'équipe. Mais sur le pont, le calme ne dure jamais longtemps. Les yeux exercés de Falco ont décelé quelque chose au loin, à la surface de l'océan. Christian, oui, il y a des poissons qui sortent. Je crois que c'est des bonites. Je vais aller vérifier avec l'hélicoptère. En attendant, venez de Falco demande à Christian de diriger la Calypso vers ce phénomène. Puis il s'envole pour observer ce qui se passe. Son instinct n'a pas trompé Falco. Il y a sur l'eau une énorme tache blanche, avec en son centre une ombre à peine distincte. Falco s'empare de la radio. Reçu, je préviens les plongeurs. Plongeurs,
Aucun temps perdu, aucun plongeur inemployé. La Calypso et le Zodiac font la course vers le bouillonnement. Ce n'est certainement pas un rassemblement ordinaire. Un gros banc de bonites dévore phonétiquement des rangs serrés d'anchois et d'autres petits poissons. Elles font écumer la mer en un banquet de plus en plus sauvage. L'ombre entreaperçue se révèle. Un énorme requin-baleine. Il ne mange pas les bonites, mais festoie avec elles au milieu de la table. Cet animal peut dépasser 15 mètres. On le voit rarement en train de se nourrir en surface. C'était donc lui, l'ombre brunâtre du tourbillon. Les plongeurs de Cousteau sont les premiers à filmer l'étrange festin de ce titan insaisissable. Le requin-baleine se tient à la verticale, ouvrant une gueule large de plus d'1 mètre et laisse entrer dans son gosier une pluie de petits poissons. Quelle aubaine! Le plus gros poisson de la mer se nourrissant des plus petits. Nos plongeurs s'approchent prudemment. Ce sont des apprentis devant un tel maître. Pas de réaction hostile, car ce requin n'est pas l'ennemi de l'homme. Sa gueule géante, fermée, n'est plus qu'une simple fente. Malgré sa taille énorme, il est connu à Cuba comme pez dama, le gentil poisson. Finalement, le destrier ondule, bascule vers le bas, plonge résolument vers les grandes profondeurs qui lui sont familières et où personne ne pourrait le suivre. L'équipe lâche prise avec regret, remontant dans un univers empanaché de bulles, un champagne pour célébrer l'inoubliable rencontre. La Calypso fait escale à La Havane, la capitale de Cuba, fondée au XVIe siècle. La ville, en pleine croissance, dispose d'un excellent port qui favorisa sa richesse et les échanges commerciaux au temps des Espagnols. Elle reste un havre important pour ceux qui contrôlent aujourd'hui le commerce cubain. La vieille ville espagnole, jadis aristocratique, est aujourd'hui le principal centre culturel d'une société radicalement différente. What you're working for Aquello por lo que usted trabaja is the happiness of your people. es la felicidad de su pueblo. But I also Je demande à Fidel Castro, Sin embargo, también vous pensez travailler au bonheur de votre you peuple, think that the only good way for happiness is the way, mais vous êtes le seul juge de ce qui est bon pour lui. la forma en que usted la concibe. but it reminds me of Ford. Pero me C'est comme Henry Ford qui disait de ses premières voitures, First cars. vous pouvez choisir la couleur que vous voudrez, pourvu que ce soit noir. Provided that it's black. Sorry, but Estoy absolutamente convencido de que la forma en que nosotros lo estamos haciendo es la mejor, la más útil y la más adecuada para nuestro pueblo.
Notre système est le meilleur pour notre peuple, répond Castro. De pobreza, de enfermedades que había en nuestro país que ha sido totalmente superado. Yo creo que quien puede dar mejor testimonio de eso no soy yo. Nous avons surmonté ignorance et pauvreté, mais c'est le peuple qui peut le mieux en témoigner. Yo creo que es el pueblo. Le peuple travaille beaucoup, parfois dans un esprit de jeunesse, parfois gratuitement pour l'État, comme durant les célèbres Dimanches rouges. Alors le travail est présenté comme un devoir et un privilège, mais cela reste du travail. Dans les usines de tabac de Cuba, beaucoup de mains travaillent à fabriquer les fameux cigares, roulés à la perfection à partir d'une humble feuille brune dont on jurerait qu'elle ne fera qu'une bouffée. Un bon ouvrier roule 14 cigares à l'heure. Chacun d'eux, une sculpture, chacun d'eux, une réalisation personnelle. La terre donne une autre moisson traditionnelle. Depuis des siècles à la machette et aux muscles, les Cubains cultivent et coupent la canne à sucre. Un travail à briser les reins, qui pourtant semble facile, comme un balai pour les mains. Dans les champs que les Cubains appellent El Campo, couper la canne signifie bien davantage qu'un gain à l'exportation. Le sucre fait partie du destin national, déterminé par la nature. La nature écrit aussi l'histoire. Le cotonnier sacré de la Havane réunit chaque année, en un étrange rituel de vœux et de symboles, les fidèles, les superstitieux, ceux qui espèrent. Il commémore la fondation de la ville et la première messe catholique qui y fut célébrée. Les édiles de la ville vont en procession, portant la coupe votive et le seau d'argent, tandis que la foule se presse, toujours plus nombreuse, autour de l'arbre. Autrefois un symbole, l'arbre aujourd'hui sert la magie. C'est la pierre de touche du rêve. Quelquefois, les citoyens doivent attendre toute la nuit pour faire 3 fois le tour de l'arbre, pour la santé, pour la fortune de la ville et pour la leur. La piécette qu'on jette peut apporter l'amour, une automobile, la fin des soucis ou tout autre bienfait. Mais finalement, l'âme de Cuba vit dans sa musique. Des rues remplies de monde, impatients de danser, ou plus simplement de jouer à des jeux familiers entre amis. La mémoire nationale cubaine est nourrie de ballades espagnoles et de rythmes africains. Les roulements de tambour évoquent aussi les pas en avant de l'économie et les rythmes nouveaux de la mer. Cuba exporte des milliers de tonnes de langoustes à épines. Cette nouvelle moisson fructueuse met en œuvre des méthodes inédites pour augmenter la production sans toucher aux réserves. L'équipe Cousteau apprend que l'industrie de la langouste est devenue une priorité nationale. De jeunes scientifiques s'entraînent à appliquer leurs connaissances livresques aux conditions réelles de la mer. Une biologiste explique que des abris artificiels sont immergés comme refuge pour les jeunes langoustes. Ces sortes de maisons sous-marines sont disposées dans des zones de pêche interdites. Les jeunes langoustes, à l'abri des prédateurs, y grandissent en sécurité. Les créatures en cours de croissance ne sortent de leur logique pour chercher leur nourriture. Elles utilisent leurs antennes pour trouver leur chemin d'entrée et de sortie.
Quand une langouste atteint 22 cm de longueur, les règlements en autorisent la pêche et la vente, mais pas en toute saison. Les casiers mouillés dans les secteurs de pêche sont relevés quand ils sont pleins. Mais des quotas sont fixés pour chaque cadran de la mer. Patron d'un des petits langoustiers de Cuba, Osvaldo Contino explique que la clé des mesures de protection, c'est l'interdiction de pêcher la langouste en mars, avril et mai, durant la saison de la reproduction. To have a good environment, is it necessary to have a strong authority? Mais, dit Jacques Astro, pour protéger votre environnement, une forte autorité est nécessaire. Bueno, yo pienso que hacen falta autoridades que tengan objetivos precisos, que estén conscientes del problema. No pienso que sea tan necesaria la autoridad en el sentido de fuerza. Un pouvoir fort, non, répond Castro. Creo que hace falta una política y un trabajo persuasivo. Mais une politique de persuasion du peuple, et bien sûr des règlements, parce que les Cubains ne sont pas toujours très disciplinés. À Cuba, les prises de langoustes continuent d'augmenter. C'est l'un des rares pays du monde qui ait ce privilège, fruit d'une politique à long terme. Plus les langoustes sont pêchées avec discernement, plus il y en a à pêcher, plus il y a de travail pour les pêcheurs et plus il y a d'argent à gagner. Pour la langouste comme pour le sucre ou le tabac, le besoin de produire est un refrain national. 8.9 kilograms of milk. Le président Castro raconte au commandant Cousteau qu'une vache génétiquement supérieure, spécialement sélectionnée à Cuba, a battu le record mondial de production laitière. En souriant, Cousteau compare la vache à Stakhanovich, le célèbre mineur russe recordman de l'extraction de charbon. La máxima producción en 3 ordeños, Because the top production in one day 110,9 in 3 kilogramos. milking was 110 liters of milk. Una cosa realmente, los campesinos So no it's querían really creer. tremendous. The farmers did not want Oui, insiste le président, cette vache a battu tous les records. journalists. Va a ser la primera vaca She's going to be the first cow with a que va a statue. tener una estatua. The first one. Porque si le hacen estatua a los guerreros, Because if they raise statues to the En fait, une vache aussi célèbre mérite bien un monument qui sera érigé en son honneur. De telles statistiques de production restent bien entendu sous le sabot. Certains de ces cow-boys des tropiques se demandent ce que peuvent bien faire ici de tels visiteurs. Figé dans un combat sans espoir contre le ciel, la coque rouillée de ce croiseur espagnol apporte un muet témoignage dans l'épisode d'une guerre folle. De nombreux navires furent ici détruits et coulés. À Santiago de Cuba, un fort espagnol, aujourd'hui réduit au silence, garde l'étroit goulet de la baie et semble encore protéger les fantômes de la grande bataille navale qui opposa l'Espagne et les États-Unis le long des côtes cubaines. Le docteur Amado Martinez, historien, raconte à Cousteau comment, en 1898, ce port si bien protégé devint un piège mortel pour la flotte espagnole, bloquée par les Américains. L'amiral espagnol tenta une sortie vers la haute mer. Fatale erreur. Les Américains formèrent un demi-cercle, là, et à 11 heures du matin, les Espagnols furent complètement anéantis. Leurs navires détruits l'un après l'autre. Un seul vaisseau parvint à s'échapper brièvement vers l'ouest avant d'être coulé. Le croiseur de 7000 tonneaux, Cristobal Colón. Le Cristobal Colón disposait d'un éperon acéré pour éventrer les navires ennemis. Cet éperon ne menace plus personne.
Comme des figures de proue, nous restons un instant cramponnés au plat-bord de l'histoire. Ayant franchi les barrières du temps, nous survolons une cheminée, éteinte depuis la fuite éperdue du croiseur traqué. Trop lourd, le colon fut rattrapé et succomba. Nous nous glissons avec appréhension dans un sombre dédale de métal. Tandis que nous nous laissons couler, des bijoux vivants transforment ce navire de guerre rouillé en épave au trésor. Mais les pièces d'or et d'argent, ici, ce sont de majestueux tarpons, une invasion de tarpons étincelants, à l'aise dans le coffre-fort en ruine. Nous nous faufilons jusqu'aux cales les plus profondes, comme perdus dans une galerie des glaces, où les miroirs, des tarpons, tourbillonnent comme du vif argent. Et ce sont les tarpons que nous suivons, vers la lumière, vers le ciel. À la remontée, l'ironie demeure. Une épave silencieuse, qui sert de but à une exploration pacifique, symbolise aussi la mésentente entre deux nations. Après la défaite des Espagnols en 1898, les États-Unis conservèrent une base navale à Cuba, qui est toujours un grave objet de litige. When Calypso arrived in Cuba, En arrivant à Cuba, dit Cousteau, la Calypso est passée devant Guantanamo. of Guantanamo. Et Guantanamo est une base navale américaine. There is an American naval base. Après la guerre hispano-américaine, répond Castro, les Américains louèrent cette base à Cuba pour une durée indéterminée. Mais le gouvernement actuel de Cuba ne reconnaît pas la validité de cet accord. Now, in any case, I suppose that the... Mais de toute façon, dit Cousteau, je suppose que le traité prévoyait des paiements pour cette location. Estados Unidos llevó a cabo un acuerdo con un país ocupado. Oui, dit Fidel Castro. En échange d'une partie de notre territoire, les États-Unis s'engageaient à nous verser une certaine somme d'argent. Pero hace más de 20 años Mais depuis plus de 20 ans, Cuba a refusé d'encaisser les chèques. rechazó el cobro de esos cheques. Precisamente después de la conversación aquella, yo les pedí a los compañeros que me reunieran algunos de esos Et j'en ai cheques. quelques-uns ici, dans ce bureau. En este despacho, en esta gaveta, tengo algunos de ellos. Hace tiempo que no los veo. You mean, these Pero are the están checks? cobrados. You mean, these are the Vous voulez checks dire que ce sont des chèques du gouvernement américain pour Guantanamo demande Cousteau. Sí, por Guantánamo. Tresorio General de la República de Cuba. Quiero ver la cantidad de... Voyons le montant, dit Castro. Je n'ai même jamais eu ces chèques en main. Est-ce pour un mois demande Cousteau. Je pense que c'est pour un an, répond Fidel. $4.085. 4085 dollars. No tiene ninguna utilidad militar. De modo que no tiene ninguna De justificación. toute façon, cette base n'a aucune valeur stratégique, ajoute Castro. C'est juste une façon d'humilier notre pays. Humillación de nuestro país. No, humiliation. Bon, Non, non, reprend Cousteau, humiliation, bon. there is also another Mais possibility. il y a peut-être une autre raison. What do you think if this was only Ne a pensez-vous pas reaction que ce soit une réaction contre l'implantation des Russes à Cuba? the implementation of Soviets in Cuba? Pero si a Estados Unidos no le gusta nuestra relación, Même si les États-Unis n'aiment pas nos relations avec les Russes, cela ne leur donne pas le droit d'occuper une partie de notre territoire, conclut Castro. D'un côté, Cuba, puis une partie désertique, un no man's land de ronces et de marécages séchés, plantés de rouleaux de barbelés et de mines des deux pays. Le plus vaste champ de mines du monde. Escorté d'officiels cubains, le commandant Cousteau progresse dans un étrange tunnel en plein air, un étroit corridor qui n'appartient à personne, qui mène au portail de Guantanamo de Cuba, la base des États-Unis. Un nombre de Cubains chaque année plus réduit est autorisé à travailler à la base jusqu'à leur retraite.
jour, depuis des décennies, les ouvriers échangent ici leur carte d'identité cubaine pour une américaine. Cousteau évite tranquillement les formalités et se joint aux ouvriers. Il est le premier non-cubain depuis 1961, date de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, à passer de Cuba à la base. Naguère officier de marine lui-même, Cousteau s'entretient avec le commandant de la base, le capitaine de vaisseau John Condon. J'ai parlé avec Fidel Castro, dit Cousteau, de l'épineux problème de la base de Guantanamo. Among his arguments, one of them is that this base has, that's what he says. D'après lui, cette base n'a aucune utilité stratégique pour les États-Unis, et ce n'est qu'un moyen pour l'Amérique d'humilier Cuba. Je suppose que la marine des États-Unis voit les choses autrement. Bien sûr, dit le commandant Condon. Notre but principal, c'est d'entraîner notre flotte. Il n'y a ici aucun équipement offensif, demande Cousteau. Non, pour ainsi dire, aucun. Il s'agit d'une opération défensive pour assurer notre sécurité intérieure. Et les Cubains, demande encore Cousteau. Non, ils ont un système de défense là-bas. Nous les surveillons pour voir si quelque chose change. Et je suis sûr qu'ils nous surveillent aussi. Cette intense surveillance ne détecte qu'un désert qui s'étend au pied des collines basses et ce port profond, l'un des meilleurs du monde. L'agglomération est le sosie de la grande rue d'une petite ville américaine. Tout a été importé. Isolés dans cette île, sur une île, enfants et parents vivent leur vie en terre étrangère en conservant leurs habitudes et leurs jeux typiquement américains. À l'ombre de ces canons, Cousteau réfléchit à l'impasse que constitue Guantanamo, un vestige de l'histoire figé dans le présent. Je m'adresse au commandant Condon. Commandant, dans cette petite ville américaine hospitalière, je me demande pourquoi toutes ces querelles entre Cubains et Américains. Mon point de vue est celui du plongeur, donc plus ou moins celui du poisson. Les poissons aussi ont leurs problèmes. Leurs motivations principales sont la protection de leur territoire, l'attaque et la défense, la quête de la nourriture, le besoin de perpétuer leur espèce. Toutes les facettes de leur comportement sont la conséquence de ces 4 motivations simples. J'ai espéré, tout au long de mon voyage dans la vie, que les humains, eux, finiraient par triompher de leurs instincts pour atteindre une harmonie sans frontières. Le commandant Cousteau et le président Castro font le tour du jardin botanique. Ils y visitent une école secondaire où les élèves font une ovation à leur chef familier et à son invité, familier lui aussi. Le président demande aux étudiants s'ils reconnaissent leur hôte.
Voyons si vous connaissez le nom du bateau où il travaille, demande le président. Ils savent ça aussi. J'ai devant moi les visages épanouis de la jeunesse, la richesse la plus précieuse de quelque nation que ce soit. Ces écoliers rentrent chez eux, ils vivent dans un monde qu'ils n'ont pas divisé. Pour eux, deux univers qui se réduisent aux langues qu'ils étudient. Mire, porque el idioma que me gusta. En la escuela está dividido, hay 8 grupos, 4 dan ruso y 4 dan inglés. Une enfant de la classe de 6e explique. Y si a uno le gusta una À l'école, ils peuvent choisir entre le russe et l'anglais. Y si, por ejemplo, le gusta el ruso, lo ponen en una que de ruso. Si le gusta el inglés, le da inglés. Un jeune garçon compte jusqu'à 10 en russe. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять y 10. ¿Te gusta inglés? Ses camarades ont choisi l'anglais sans trop savoir pourquoi. Es interesante. ¿Tú puedes darme los números en inglés, por favor? Mais elle compte jusqu'à 12 pour nous faire plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Une langue étrangère est une fenêtre ouverte sur d'autres modes de vie, 12. une invitation au rêve. Finalement, pour des enfants sans parti pris, c'est le moyen de découvrir qu'ils sont à la fois membres de leur pays et citoyens du monde, d'un monde éternel comme la mer qui les entoure. Pour les hommes de la Calypso, c'est une ambitieuse mission qui commence. Ils se lancent pour 5 ans à la redécouverte du monde. Première étape, Haïti, joyau des Caraïbes, serti de secrets, terre de mystère voilée de mélancolie. Découverte par Christophe Colomb, Haïti devint la plus prospère des colonies du Nouveau Monde et l'ultime port des esclaves africains. Mais cette terre de Provende est désormais menacée par le fardeau d'une population en expansion incontrôlable, contrainte pour survivre de ravager le paradis exotique d'antan. C'est une société en détresse qui implore l'aide de la religion et du mysticisme vaudou et qui cherche dans l'eau sacrée son salut spirituel et sa survie quotidienne. Mais en dépit de leur infortune, les Haïtiens chantent la vie et embellissent d'œuvres d'art leur univers hostile. Pour l'équipe Cousteau commence maintenant un voyage dans le passé, vers un avenir incertain, dans la légende, dans la magie.
Il y a 300 ans de cela, des navires chargés d'esclaves africains, Ibo, Congo, Mondingo, croisaient vers une terre promise, Haïti, la perle des Antilles. L'équipe de la Calypso tente aujourd'hui de la redécouvrir. Pendant que l'équipage accoste pour embarquer les provisions à Port-au-Prince, Cousteau survole la capitale avec le pilote Bob Brownback. Cousteau a conçu cette expédition pour évaluer les dommages causés par le temps et l'homme en un pays qui pourrait bien préfigurer notre avenir. Jadis, dans les rues de ce marché, des esclaves noirs, dits nègres, défilaient enchaînés avant d'être vendus aux enchères aux riches planteurs de canne à sucre. Aujourd'hui, l'esclavage n'est plus qu'un misérable souvenir. Les fiers descendants des esclaves qui se libérèrent, les premiers au monde de leurs maîtres, forment 90% de la population, soit plus de 6 millions d'êtres agglutinés sur un minuscule territoire. Pour des hommes de la mer, la priorité est de comprendre les liens qui unissent Haïti à l'océan. Jean-Michel Cousteau se demande dans quelle mesure la mer contribue à l'alimentation. Il ne trouve chez les rares poissonniers du marché qu'un bien maigre étalage. Sur cette plage, au sud de Port-au-Prince, les pêcheurs perpétuent une besogne ancestrale, en tirant chaque jour sur les petits fonds des scènes raccommodées. C'est une nouvelle surprise pour l'équipe de la Calypso. Ce dur labeur n'aboutit qu'à une pitoyable prise de petits poissons, à peine de quoi faire la soupe. À la pointe nord-ouest de l'île, le commandant Cousteau dirige une plongée vers une zone où les conditions devraient favoriser une abondance de poissons migrateurs. Cette plongée sera la première d'une série de 50, destinée à analyser et à décrire le désert liquide qui borde Haïti. Ici, l'étroit plateau continental d'Haïti se termine par une falaise abrupte qui semble plonger vers les abysses. Nous descendons sans effort, comme des montagnards qui seraient en apesanteur. À 45 mètres, une plage de sable fossile. Le niveau de la mer était ici il y a quelques 6000 ans, puis il est remonté. À environ 60 mètres, nous rencontrons d'immenses gorgones et des éponges, quelques-unes plus hautes qu'un homme, les plus grandes que nous ayons jamais vues. L'exubérance de cette étrange forêt marine est inattendue. Je glisse au-dessus d'une éponge couleur de chair, de la taille d'une baignoire. Après quelques minutes à cette profondeur, il nous faut remonter lentement. Quel contraste entre ces grandes gorgones, ces roches incrustées d'organismes et les rares bancs de petits poissons de corail. Aucun signe de poissons commerciaux, cette manne sous-marine qui procure ailleurs, à d'autres îliens, les protéines dont ils ont besoin. À 3 mètres, pendant la décompression, j'erre parmi des gorgones aux couleurs délicates qui se plient au passage de la caméra comme si elles étaient en caoutchouc. Mais ce jardin ondoyant est pratiquement vide de poissons.
Des flèches et des tours de corail dures se dressent vers le soleil, tels des châteaux abandonnés. Voilà la carte d'Haïti. Dans la chambre des cartes de la Calypso, les Cousteau et Albert Falco cherchent des explications géologiques à la rareté des poissons. Plateau continental, les côtes sont abruptes, et falaises tout de suite. Alors, Il est clair que le plateau continental est trop étroit, trop exigu, pour permettre la prolifération de certaines espèces. 3000, 2000... Mais Cousteau pense que l'histoire ne s'arrête pas là. Près du village de pêcheurs de Léogane, l'équipe est confrontée à une première évidence de pêche abusive. Des dunes entières de coquilles de conques vides. Si les poissons ont disparu, les coquillages aussi ont été pillés. Alors que leur prise diminue de jour en jour, les pêcheurs se lamentent de leurs conditions par de tristes mélopées. Soufflez vent, nawe yo. Soufflez vent, nawe yo. Maman moi navigue, papa moi navigue. Soufflez, soufflez, nawe yo. Nawe yo, tang dang 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 dang. L'équipe Cousteau sort en Zodiac pour observer de la surface et sous l'eau les méthodes traditionnelles des pêcheurs haïtiens. La tache sombre est un banc de poissons repéré de la surface par 3 embarcations. Mais sous l'eau, cette multitude se révèle être un banc d'anchois minuscule. Peinant toute la journée, les pêcheurs lancent inlassablement leurs éperviers. Mais les poissons sont plus vifs que l'encombrante ombrelle qui descend majestueusement vers eux. La prise du jour est maigre, à peine de quoi nourrir leur famille. De toute façon, sans glace ni congélateur, il n'existe aucun moyen de la conserver jusqu'au marché. Quelques pêcheurs plongent en apnée pour éviter la remontée incessante des filets en récupérant à la main chaque poisson. En posant leurs filets en spirale, les hommes tentent de prendre les poissons de haute mer qui passent parfois. Il apparaît évident à l'équipe Cousteau que l'explosion de la population et la pêche à outrance en eau côtière a abouti à la quasi-élimination de la faune locale. Pas loin d'ici, nous faisons une enquête sur l'engin de pêche le plus courant à Haïti, les nasses en Z. Ces cages, faites de rubans de feuilles de palmier, sont suspendues en pleine eau dans l'espoir d'attraper des poissons migrateurs. Dans leurs petits bateaux sans moteur, les pêcheurs haïtiens ne peuvent s'aventurer bien loin des côtes. Jour après jour, ils disséminent autour de l'île des milliers de ces nasses. Contraints de nourrir de grandissantes familles, ils gardent tout ce qu'ils pêchent, même les plus petits alevins, ce qui compromet l'avenir. De nasse en nasse, François Sarano, le biologiste de notre équipe, en aperçoit une qui semble pleine de poissons. Malheureusement, ils sont déjà morts, vite décomposés dans l'eau chaude des tropiques. Pour éviter de chavirer dans leurs petites barques, les pêcheurs ne peuvent récupérer leurs nasses que lorsque la mer est calme. Et bien souvent, les quelques poissons pris
sont déjà pourris lorsqu'ils viennent les chercher. Papa, moi navigue, soufflez, soufflez, naweyo. Soufflez. Les villageois se rassemblent pour rêver, pour s'évader devant un combat de coq. Comme le revenu rural moyen atteint à peine 1000 francs par an, le jeu prolifère, donnant une chance de gagner l'argent qui ne peut être mérité. Il a nourri son gladiateur à plumes de viande crue, de piments imbibés de rhum et endurci sa chair au gingembre. Des mois d'espoir qui vont maintenant se concrétiser dans le profit ou dans le sang. Par les combats de coq et bien d'autres traditions, les Haïtiens perpétuent aujourd'hui les coutumes de leurs ancêtres africains. Au musée d'histoire nationale de Haïti, le commandant Cousteau et son fils Jean-Michel retracent les liens entre l'île et l'Afrique. Découverte par Colomb, Haïti et ses Indiens tombèrent vite victimes des conquistadors espagnols. Quand les indigènes eurent disparu, un demi-million d'esclaves africains furent importés et si maltraités que rares furent ceux qui y survécurent plus de 10 ans. Devenue française, Haïti produisit d'immenses richesses, jusqu'à la révolution des esclaves qui réussirent à battre l'armée de Napoléon et déclarèrent l'indépendance en 1804. Ce fut la première république noire de l'histoire, 60 ans avant l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Persuadés du retour des Français, les nouveaux maîtres d'Haïti dépensèrent les revenus du pays en fortifications. Cette énorme forteresse, la citadelle, peut recevoir une garnison de 10 000 hommes. Mais les Français ne revinrent jamais. Curieusement, après 2 siècles, les forts de Haïti restent parmi les rares lieux intouchés par la violence et la misère. Sur les hauts fonds agités par la houle en de minuscules tempêtes de sable, Jean-Michel examine une batterie de canons. Matériel de guerre longuement assiégé par les forces inexorables de la mer vivante. Destinés au fort d'Haïti, un nombre incalculable de canons furent engloutis avec leurs navires et apportent ainsi un témoignage muet de l'obsession de défense de cette jeune nation. Les siècles ont montré que l'ennemi le plus féroce d'Haïti n'était pas l'invasion, ni même les fréquentes agitations politiques. Le danger sournois qui menace maintenant l'île est la croissance incontrôlable de sa population. Comme un modèle réduit de la nation entière, un îlot sablonneux de la baie de Caïmite croule sous la prolifération des familles de pêcheurs. C'est le chef de l'île. Bonjour. En moyenne, chaque femme haïtienne met au monde 6 enfants. La population augmente de 130 000 personnes par an. Un raz-de-marée de bébés de l'importance d'une grande ville.
C'est où? C'est où qui dit qu'il en a 13. Le responsable de l'île explique à Cousteau, en montrant certains dans la foule, qu'il a lui-même 13 enfants. Les autres, il y a des enfants. Lui, il en a 13 parce qu'il a plusieurs femmes. Oui, il a plusieurs femmes. Ah bon, combien? 3? 2. Deux? Il a dit 2 femmes. 2. Toi? 3. Il y a 3 femmes. Toi? Qui plus est, dans un pays où la bigamie est acceptée, il a 3 femmes. Il a eu 8 enfants de sa première femme, 5 de la deuxième. Voilà, et il a 3 femmes, mais il y a une avec qui il n'a pas encore. Et la troisième, demande Cousteau. Oh, la troisième, c'est pour l'avenir. Pourquoi ni, mais on caille ni. Sur le quai de Port-au-Prince, des Haïtiennes livrent les provisions de fruits et légumes à l'équipe de la Calypso. Remarquant une jeune femme enceinte, Jean-Michel et le chef plongeur Christian Belfond entament une conversation. C'est mon 10e enfant, dit-elle. Ils sont issus d'abord de Dieu et de mon mari. C'est bon Dieu qui a fait? C'est d'abord le bon Dieu. Le bon Dieu premier? Oui, premier. Et puis deuxième? C'est le mari. Le mari le deuxième. Oui, deuxième. Combien voulez-vous d'enfants? Demande Jean-Michel. Mais combien vous voulez encore? Combien vous voulez encore? Ouais. Je ne sais pas combien non. C'est ça, moi, devant me compter. Ce n'est pas à moi de décider. Normalement, c'est à l'Éternel. C'est bon Dieu qui décide. Hein? Oui. Par contre, c'est l'Éternel qui voulait. Ah bon? Tout ça vient de l'Éternel. À Haïti, les croyances religieuses président à toute la vie, expliquent les malheurs, offrent la consolation et l'espoir. Et chaque année, les croyants partent pour un grand pèlerinage. À pied ou utilisant n'importe quel moyen de transport disponible, les Haïtiens se rendent chaque mois de juillet vers une région sacrée des montagnes centrales. Près de l'église catholique de Ville-Bonheur, des dizaines de milliers de personnes se réunissent pour entamer un rituel qui, espère-t-il, éloignera les malheurs de la vie quotidienne. Ici, le culte vaudou de la terre ancestrale africaine fusionne avec le christianisme des conquérants européens. Ils viennent célébrer le Dieu chrétien, le grand maître, appeler les esprits vaudous qui contrôlent leur vie et faire des vœux spécifiques. Cousteau vient se joindre à la procession menant au lieu de pèlerinage. La foule des célébrants se presse à travers les arbres, converge vers une cascade que l'on croit sacrée. Selon la légende, la Vierge Marie est apparue ici il y a bien longtemps, et maintenant un dieu vaudou de l'eau habite la cascade. À côté de moi, un homme se signe. Un autre fait appel aux esprits du vaudou. La scène est fascinante. Cet étrange mélange des religions. La foule fervente. L'obsédante beauté de la cascade où les fidèles essaient d'effacer la malchance avec l'eau et d'y puiser un nouveau courage. Parfois, ils prient. Parfois, ils sont possédés. « 17 juillet, entonne-toi, à 3 heures après-midi, gagne au pied palmis, une apparition faite la donne, mais l'air sont vierges qui descendent la donne. Et là, tout le monde criait.
René, grâce à miséricorde, avec contentement, je regardais ça avec joie. Moi-même, mal dans le presbytère, mal le prêtre là, au Père Blanc, Jean-Marie Bizel. Père a dit, c'est pas vrai, c'est superstition. Alors moi-même, si tellement affirmé, je prends l'autre vie, je dis, on a le voir, on a le montrer. Alors, Père vit la clonville, Père prend l'autre vie, Père a fait ça. Mais c'est on n'a pas mis ça. Père a fait ça. Père a fait ça. Père a prendre, Père a garder. Il tout en blanc. Et puis il a un ceinture bleu. Il a un rad collé bleu. Quoi, il rad les bleus. Mais, il a tiré là, j'en vais le faire. Il viré pas derrière, je ne pas le bis là. Il viré. Là, il a viré l'autre, il a tiré. Il volé, là, il tombe sur l'autre palmis. Là, il disparaît. Dans ces eaux 2 fois bénies, par la Vierge Marie et par le Dieu vaudou de l'amour, quelques haïtiennes qui veulent des enfants espèrent y prendre un bain de fertilité. Quelle que soit leur raison de faire ce pèlerinage, sous des torrents d'eau sacrée, elles oublient leur misère pour quelques instants de plaisir. Même un étranger est le bienvenu dans cette joie contagieuse. Un étranger qui, comme eux, sait bien que là où il y a de l'eau, il y a de l'espoir. Pendant que Calypso étudie les eaux côtières d'Haïti, Jean-Michel et le pilote Brambeck s'envolent pour assister à un rituel vaudou rarement observé par des profanes. Chaque année, dans le hameau de Soukri, des Haïtiens de souche congolaise se rassemblent pour sacrifier au culte vaudou à la manière de leurs ancêtres 300 ans auparavant. En signe de vénération, ils s'aspergent d'eau, qu'ils considèrent comme un élément mystique, celui qu'utilisaient les dieux pour visiter le royaume des mortels. Un prêtre vaudou, très initié au panthéon des esprits, servira d'intermédiaire avec les dieux. Les convulsions de ces femmes sont un dialogue avec les esprits. La croyance vaudou dit qu'un dieu entre parfois dans un fidèle, puis contrôle ses transes, tel un cavalier dirigeant sa monture. C'est dans les contorsions particulières à chaque possédé que les esprits vaudous révèlent leur identité. Sous les yeux de Jean-Michel, une jeune femme en transe disparaît pour faire pénitence dans une tombe symbolique. Pour la foule, c'est un être hanté, tremblant dans l'humidité d'un tombeau, couvert de la poussière originelle de l'humanité, à la merci de puissances invisibles. Pour ce peuple prisonnier de sa pauvreté, le rythme lancinant des tambours vaudous offre une rémission temporaire à la misère. Tout au long de cette nuit, d'autres tomberont par la volonté d'un dieu. Pour les Haïtiens, les dieux qui ensorcellent résident dans tout ce qui est naturel. Le feu et l'eau, les oiseaux et les arbres. Même un caillou, disent-ils, peut avoir une âme. Pour exorciser un esprit obstiné, on applique au possédé un liquide magique, offrant ainsi au démon une voie pour retourner à son enfer. Le fluide magique, ce suprême pouvoir vaudou, c'est l'eau.
les frénésies nocturnes s'apaisent à l'aube, laissant les danseurs épuisés par une nuit de prières, de tambours et de délire. Officiellement, dit le prêtre vaudou Hérard Simon, Haïti est catholique, mais la plupart des Haïtiens se tournent vers les prêtres vaudous pour un conseil ou même une guérison. Le vaudou respecte toutes les autres religions et tente de coopérer avec elles. Non loin de Soukri, le commandant Cousteau assiste à une incroyable cérémonie, à la fois messe catholique et mysticisme vaudou. Comme des fidèles devant un mur de lamentation, les Haïtiens se rassemblent chaque mois de juillet à l'église catholique de Saint-Jacques-le-Majeur. Ils chantent des hymnes et des cantiques dans leur patois créole. Au dehors, les chants s'estompent, le rythme des tambours vaudous prend le relais. La liturgie solennelle de l'église se meut en un rituel païen dans une mare de boue. Nous aimons l'église, écrit un poète haïtien, mais nous adorons le vaudou. Ici, les croyants viennent se régénérer dans ce mélange d'argile et d'eau. La vie, dont l'eau est le sérum, est la fertilité primaire de la terre. Dans le rite vaudou, comme dans toute croyance, la vie humaine n'est qu'un voyage de la terre à la terre, durant lequel les divinités somment les hommes de perpétuer leur espèce. Certains prennent cette ferveur vaudou pour l'adoration du diable. Ce n'est en fait qu'une autre religion. Dans l'exubérance de ces rites, il y a de la vénération, de la délivrance, une obsession sensuelle. Et ces dieux de la nature ne sont pas si différents de ceux de l'ancienne Rome et de la Grèce antique. Ici, tout un peuple exprime simplement la nécessité d'avoir une raison de vivre. Un besoin plus impérieux dans la misère que dans l'affluence. Et rien n'est plus sacré que de donner la vie. Pour les croyants du vaudou, la boue a une puissance curative. Cette cérémonie est l'occasion de baptiser leurs jeunes enfants en les mettant sous la protection des esprits. Malheureusement, boue et anciens dieux sont une protection bien aléatoire contre les maladies qui menacent les enfants haïtiens. En visitant un des rares hôpitaux haïtiens, le commandant Cousteau apprend que le taux de mortalité infantile est 4 fois plus élevé à Haïti que dans le pays voisin et que 3 enfants sur 4 souffrent de malnutrition. Avec seulement un docteur patenté pour 7000 personnes, des maladies endémiques éliminées partout ailleurs persistent ici. De même, dans cette population très croyante, la natalité galopante qui épuise les ressources de l'île est peu affectée par le contrôle des naissances. Elle a 10 enfants, elle a décidé 10 enfants. Elle a décidé d'être ligaturée. Une mère explique à Cousteau qu'après la naissance de son 10e enfant, elle a demandé à se faire ligaturer les trompes. Son église a approuvé, mais il n'y a pas encore de consensus officiel sur le principe. L'église n'a pas dit non. Quelle est la position de l'église vis-à-vis de ce problème? Alors l'église essaie de voir comment Dans un séminaire de Port-au-Prince, Jean-Michel apprend que l'Église s'efforce de résoudre le problème difficile qui permet de concilier les techniques modernes de l'imitation de naissance et le salut de l'âme humaine dans la dignité. Son devenir. You advocating family planning and birth control? Absolutely.
Un missionnaire baptiste se déclare partisan du planning familial. Est-ce que je comprends bien que le vaudou peut régler le problème de population? Pour le vaudou, le contrôle des naissances a peu d'importance. Le vaudou pourrait réguler les naissances, mais cela impliquerait une autre façon de penser. Nos méthodes contraceptives, dit l'infirmière, ne sont pas acceptées par certains prêtres vaudous, et parfois ils recommandent de ne pas les utiliser. À l'hôpital, une jeune femme entonne un chant vaudou. Elle est prête à accoucher, luttant contre les douleurs de l'enfantement. Cette jeune femme solitaire qui chante pour ne pas se plaindre est le symbole même de la fierté du peuple haïtien. Malgré toute leur misère, ils cultivent la bonne humeur, la propreté, les arts populaires. Et même dans la peine, ils chantent l'espoir. L'étude des fonds marins autour d'Haïti se poursuit la nuit. Jean-Michel va conduire l'équipe dans un monde nocturne qui apporte toujours, même à des vétérans, des surprises et de la beauté. Nous sommes curieux de savoir si les récifs, déserts le jour, s'animent au crépuscule. Éblouis par nos lampes, les poissons du récif nagent comme des somnambules, des marionnettes miniatures obéissant à nos projecteurs. Ces quelques poissons, spécialisés pour vivre dans leur village de corail, sont des bijoux de la nature, mais bien trop rares, trop peu savoureux ou trop petits pour intéresser les pêcheurs. Nous voguons sur une mer d'une beauté creuse. Dans le royaume d'Agoué, le dieu vaudou des océans, l'essence même de la vie semble s'évanouir. Nous nous demandons aussi si la terre d'Haïti sera capable de nourrir encore longtemps son lourd fardeau humain. J'aperçois au loin une fumée s'élevant de palétuviers que l'on transforme en charbon de bois. C'est absolument interdit, mais c'est assez courant. Comment les Haïtiens survivent-ils dans ce pays où les ressources naturelles s'amenuisent ? En mer, c'est la Calypso. À terre, c'est une deuxième équipe que j'envoie pour tenter de répondre à cette angoissante question. Nous visitons village après village. La majorité des Haïtiens mènent une vie précaire et primitive. Nourrir des familles qui ne cessent de grandir, c'est une odyssée. Et trouver du combustible pour faire cuire les aliments ne fait que compliquer leurs problèmes. Quand Colomb débarqua, une jungle d'arbres de haute futaie couvrait 80% d'Haïti. Aujourd'hui, la forêt n'en couvre plus que 9%. Certains arbres sont abattus pour laisser place à la culture, mais la majeure partie est destinée à la production de charbon de bois.
Ne disposant ni de pétrole ni d'assez d'électricité, la plupart des Haïtiens n'ont que le charbon de bois comme combustible, bien qu'ils soient conscients que leurs fours à charbon sont en train de décimer les derniers arbres de l'île. Un charbonnier explique à Belfond qu'il n'a pas d'autre moyen de gagner sa vie. Nous luttons contre la famine, dit-il. Il nous faut acheter du poisson pour nourrir nos enfants. Si nous ne produisons pas de charbon, nous ne mangeons pas. Que pouvons-nous faire? Le résultat est un cauchemar écologique. Privés d'arbres, les collines au sol raviné par les pluies se transforment en désert. Nos montagnes montrent leurs eaux, disent les Haïtiens. S'il y a un autre changement à vivre, s'il y avait un autre moyen de survivre, dit-il, nous pourrions arrêter la production de charbon, mais nous devons continuer. Le charbon, c'est toute la différence entre la vie et la mort. Ainsi, dans les coins reculés de l'île, les derniers arbres sont réduits en tisons, empaquetés et transportés par voilier jusqu'au marché des villes. Transformant des boîtes de conserve en guitare, les Haïtiens, face à un univers qui se désintègre, continuent à se tourner vers leur Dieu et leur chant. On estime que 70% de l'énergie totale consommée à Haïti est produite par le charbon de bois. Alors que cette ressource disparaît, le programme de reboisement tourne à l'échec. Le bois est si précieux que les plants mis en terre le jour sont souvent volés la nuit même. Comme les réserves de bois s'épuisent, les constructeurs de bateaux et les charpentiers doivent aller chercher plus loin leurs matériaux. L'équipe Cousteau s'arrête pour demander à l'un d'eux où il va chercher son bois. Mais comment tu as fait pas du bois ici? Elle ne va pas voir là. Il n'y en a plus ici, dit-il. Nous devons aller ailleurs. Ce bois vient du sud. L'équipe lui demande ce qu'il compte faire lorsqu'il n'y aura plus de bois. Oh, dit-il, Dieu y pourvoira. Découvrant un hallier destiné à être carbonisé, Albert Falco demande ce qui arrivera quand ils auront coupé tous les arbres. Quand il n'y aura plus d'arbres. Comme je dis, la fin du monde. Ce sera peut-être la fin du monde, dit-il. Là où il n'y a plus d'arbres, la terre est ruinée. Les fermiers fuient massivement la campagne pour trouver pitance dans les villes, surchargeant encore les systèmes urbains. La population de Port-au-Prince augmente de 11% par an. Si la nourriture est rare, ici, l'eau est un trésor. Seulement 1 Haïtien sur 5 a accès à l'eau potable. Beaucoup doivent se contenter des eaux usées des égouts de la ville. Pour les Haïtiens, la magie disparaît avec l'eau. L'eau est l'élément primordial du culte vaudou, dit le prêtre. Spirituellement, nous pouvons nous passer de tout, sauf de l'eau. Il n'y a pas de situation qui ne révèle le désespoir d'Haïti d'une façon aussi poignante que celle-ci. Chaque matin, 2 heures avant l'aube, une foule se presse à Port-au-Prince pour obtenir une petite ration d'eau potable que la ville dispense avec parcimonie. Ceux qui ne peuvent en avoir se contentent de ce qu'ils trouvent.
quelle ironie! Haïti est doté d'un climat tropical et l'eau y abonde. Mais sans arbres pour fixer la terre et mettre l'eau des pluies en réserve, des torrents d'eau dévalent les pentes, lessivent le sol, emportant au loin tout espoir de survie. La prochaine génération héritera d'un désert stérile et inutilisable. La terre, qui pourrait nourrir les enfants haïtiens, perd son sang dans la mer, où les sédiments étouffent les créatures qui pourraient aussi subvenir aux enfants de Haïti. Aux embouchures des rivières, habituellement des zones de fécondité, mes camarades ne trouvent le plus souvent que des récifs morts, étouffés par la boue. Pour se nourrir, les Haïtiens ont coupé les arbres dont ils ont besoin pour préserver le sol, dont ils ont besoin pour se nourrir. Et chaque année, plus de gens partagent moins de ressources. Le sillage de la Calypso ressemble à un sillon dans la boue. Et nous naviguons dans une mer d'occasions perdues. Dans ce pays presque entièrement dévasté, il reste encore une petite parcelle de ce qui fut le paradis d'antan. Dans la péninsule sud, vierge de route, le village de Baradère reste à l'abri du Haïti moderne et de ses misères. Après des semaines d'un spectacle poignant, je me retrouve émerveillé par le bonheur ensoleillé, la santé, les beaux visages de Baradère. Le village est plein de cette joie de vivre communicative qui émane du peuple haïtien. Je me souviens des mots d'un jeune écrivain de Port-au-Prince. Haïti se retrouve dans la gaieté des lavandières, riant sur les bords des ruisseaux de campagne. Alors que nous nous dirigeons vers la Calypso pour reprendre la mer, nous traversons un Haïti tel qu'il a autrefois existé et qui pourrait encore l'être. Mais au-dessus de nous, Bob Brandbeck, en hélicoptère, aperçoit des signes de mauvais augure. Même ici, dans cette dernière oasis d'Haïti, voici les premiers symptômes de la lèpre qui a ravagé le nord du pays. Combien de temps faudra-t-il pour que ce petit village succombe au mirage de l'argent en vendant son bois aux villes qui meurent de leur extension? Combien de temps avant que les pentes boisées se dénudent et deviennent stériles? Nous quittons Haïti avec une profonde affection pour son peuple, qui sait sauvegarder sa fierté et sa dignité, mais qui se doit de mieux protéger ses ressources naturelles. Il reste quelques merveilleuses créatures, telles des fragments d'un passé lointain et d'un avenir qui pourrait être. Les Haïtiens croient que les Flamands, comme toute chose, sont habités par des esprits. Mais même la vie de ces merveilleux oiseaux est entre les mains des Haïtiens, qui doivent maintenant réconcilier leurs croyances et la magie de la nature.
Agwe oyo mba bwese bale amunyo jemla mabgade o. Agwe oyo mba bwese. Agwe oyo mba bwese. Agwe oyo mba bwese bale amunyo jemla mabgade o. Jemla mabgade o. Tout ça qui dit bien, j'aime là, oui, j'aime là. Tout ça qui dit mal, j'aime là. Agoyom pas pressé, agoyom pas pressé.